Lyon, cour du château de Fourvière, un après-midi de septembre qui allait bouleverser le destin d'une dynastie. Camille Dubois, 28 ans, enceinte de 7 mois, tenait la main tremblante du petit Lucas, tandis que les Montmorency, dynastie industrielle pesant 60 millions d'euros, lui remettaient l'héritage de son mari Antoine, mort 3 mois plus tôt dans des circonstances suspectes. Un Citroën Type H de 1968 complètement dévoré par la rouille, qui semblait bon pour la casse. La belle-mère Isabelle rit avec un mépris calculé, suggérant que le ferrailleur de Vaux-en-Velin lui donnerait peut-être 300 € pour cette épave. Les beaux-frères en costume Dior filmaient l'humiliation pour les réseaux sociaux. Mais quand Camille ouvrit les portes arrière pour inspecter l'intérieur, une lettre cachetée à la cire révéla la vérité stupéfiante. Cette rouille n'était pas ordinaire, mais une patine d'or valant 4 millions d'euros, l'œuvre secrète et perdue de Daniel Buren. Et sous le plancher du camion, des négatifs originaux de Matisse, Léger et Braque valant 6 millions supplémentaires. L'épave n'était pas de la ferraille. C'était une vengeance posthume, orchestrée depuis l'au-delà. Le soleil de septembre filtrait à travers les platanes centenaires du château de Fourvière, projetant des ombres dansantes sur la cour pavée où 5 générations de Montmorency avaient foulé les pierres avec l'assurance de ceux qui possèdent le monde. Le château, perché sur les hauteurs de Lyon comme un aigle de pierre surveillant la confluence du Rhône et de la Saône, exsudait cette aura particulière de richesse ancienne que seuls 4 siècles de privilèges peuvent conférer. Camille Dubois attendait debout au centre de la cour, son ventre de 7 mois rendant précaire chaque mouvement sur ses pavés irréguliers polis par le temps. La robe de grossesse bleu marine qu'elle portait, achetée aux puces de Montreuil, détonnait dramatiquement avec l'élégance étudiée du lieu, comme une tache d'encre sur un parchemin précieux. À ses côtés, le petit Lucas, 6 ans depuis 1 semaine, serrait sa main avec cette force désespérée des enfants qui ont appris trop tôt que les êtres chers peuvent disparaître subitement. L'ombre d'Antoine planait sur cette scène comme un spectre inquiet. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette maudite nuit de juin où sa Mercedes classe S avait plongé dans un ravin sur la route de Grenoble. La gendarmerie avait classé l'affaire comme un accident causé par la vitesse excessive et un endormissement au volant. Mais trop de détails ne collènent pas. Les freins, qui avaient inexplicablement lâché sur une voiture révisée 1 semaine plus tôt, les caméras de surveillance étrangement défaillantes sur ce tronçon précis, le téléphone d'Antoine jamais retrouvé malgré les recherches minutieuses. La famille Montmorency était disposée dans la cour, avec la précision d'un peloton d'exécution de l'élégance. Ils formaient un demi-cercle parfait autour de Camille, comme des vautours en haute couture, attendant le moment propice pour frapper. L'arrangement n'était pas fortuit. Chaque membre occupait une position reflétant son rang dans la hiérarchie familiale, une chorégraphie du pouvoir perfectionnée au fil des générations de réunions d'affaires et de réceptions. Isabelle Montmorency, la matriarche, occupait le centre exact de la formation. À 69 ans, elle était un monument vivant à la chirurgie esthétique de luxe et à la discipline de fer. Son tailleur Chanel crème, d'une valeur de 20 000 € ressemblait à une armure de soie. Les cheveux platine étaient tirés en un chignon si sévère qu'il tendait la peau de son visage, effaçant toute trace d'expression humaine, la transformant en masque de porcelaine froide. Ses mains, ornées de bagues qui auraient pu acheter un appartement dans le 6e arrondissement lyonnais, étaient croisées devant elle, dans une pose étudiée suggérant une patience infinie et un dégoût à peine contenu. Charles Montmorency, le patriarche de 73 ans, se tenait à la droite de son épouse comme il l'avait toujours fait durant leurs 46 années de mariage. Mesurant à peine 1,72 m, il compensait sa stature par une présence qui emplissait l'espace comme un gaz toxique. La canne aux pommeaux d'argent massif, une affectation plus qu'une nécessité, battait rythmiquement sur le pavé, un métronome de l'impatience. Son costume berluti gris anthracite était coupé à la perfection pour dissimuler le ventre proéminent, résultat de décennies de déjeuners d'affaires dans les meilleurs restaurants de France. Philippe, l'aîné de 46 ans,
était la copie conforme du père avec 30 ans de moins et le double d'arrogance. Président directeur général des industries Montmorency depuis son 30e anniversaire, il gérait un patrimoine frôlant les 600 millions d'actifs. Sa Patek Philippe Nautilus en or blanc, cadeau pour son dernier bonus de 2 millions, captait la lumière du soleil, lançant des éclairs aveuglants qu'il semblait utiliser délibérément pour éblouir Camille à chaque mouvement du poignet. La mâchoire carrée, héritage génétique des Montmorency, était serrée dans une expression de supériorité à peine voilée par un vernis de courtoisie formelle. Marie-Claire, 33 ans de narcissisme digital, complétait le tableau familial avec son iPhone 15 Pro déjà en main, prêt à documenter chaque instant pour ses 400 000 abonnés sur Instagram. Sa robe Yves Saint Laurent Fuchsia était choisie spécifiquement pour ressortir sur les photos, et elle avait positionné stratégiquement son bras pour montrer le nouveau sac Hermès Birkin à 40 000 €. Ses yeux, du même bleu glacial que sa mère, brillaient d'anticipation cruelle, tandis qu'elle cadrait Camille, dans l'objectif. Pierre, le cadet à 41 ans, était l'avocat qui avait orchestré chaque détail légal, avec la précision d'un chirurgien et le sadisme d'un inquisiteur. Sa serviette en cuir goyard contenait les documents du testament, chaque page un clou dans le cercueil des espoirs de Camille. Le rictus, qu'il tentait de dissimuler derrière un masque de professionnalisme, trahissait le plaisir pervers qu'il éprouvait à gérer ce qu'il considérait comme l'humiliation définitive de la femme qui avait osé contaminer le sang bleu des Montmorency. La cour elle-même semblait complice de cette mise en scène cruelle. Les statues de marbre de Carrare, représentant des ancêtres Montmorency dans des poses héroïques, regardaient depuis leurs piédestaux comme des juges silencieux. La fontaine du XVIIe siècle, avec ses naïades et tritons entrelacés dans une bacchanale aquatique, murmurait doucement, son clapotis semblant un ricanement étouffé. Même les paons, qui déambulaient librement dans le jardin, paraissaient lancer des regards méprisants à Camille, tout en faisant la roue, leurs plumes iridescentes comme une gifle de couleur contre sa modeste silhouette. Le camion avait été positionné avec un soin calculé au centre exact de la cour, là où se dressait autrefois une sculpture de Rodin que les Montmorency avaient fait déplacer pour l'occasion. Le contraste était brutal et intentionnel. Là où se trouvait auparavant le marbre poli et les formes classiques, gisait maintenant un Citroën Type H de 1978 qui semblait atteint d'une maladie terminale du métal. La rouille avait dévoré la carrosserie avec une voracité qui paraissait presque artistique. Ce n'était pas l'oxydation commune qui attaque les véhicules abandonnés, mais quelque chose de différent, d'étudié. Les motifs de couleurs, orange brûlé, brun terre, rouge sang séché, s'entrelaçaient sur la surface blanche originale, créant des dessins rappelant des tableaux abstraits. À la lumière du soleil de l'après-midi, certains points semblaient briller de reflets dorés que Camille attribua d'abord à un jeu de lumière. L'odeur qui émanait du véhicule était un mélange de métal oxydé, d'huile moteur rance et de quelque chose de chimique, comme de la peinture ou des solvants industriels, qui faisaient larmoyer les yeux et irritaient la gorge. Les pneus étaient dégonflés et craquelés par le temps, les jantes corrodées au point qu'il semblait miraculeux qu'elles supportent encore le poids du véhicule. Le pare-brise était opaque, couvert d'une couche de saleté qui empêchait de voir l'intérieur, comme si le camion voulait garder ses secrets. Pierre s'éclaircit la gorge avec une toux théâtrale qui attira l'attention de tous. Il ouvrit la serviette de cuir avec des mouvements lents et délibérés, extrayant les documents avec la solennité d'un prêtre manipulant des reliques sacrées. Sa voix, modulée par des années de pratique juridique, résonna dans la cour avec une clarté cristalline, tandis qu'il commençait la lecture. Le testament était un chef-d'œuvre de cruauté légale. Antoine avait laissé tous les biens immobiliers à la famille, l'appartement de Lyon, la maison de campagne dans le Beaujolais, le chalet à Megève. Les comptes bancaires, les investissements, les actions de l'entreprise, tout revenait aux Montmorency comme prévu par le contrat de mariage que Camille avait été forcée de signer la veille du mariage, avec Isabelle qui lui tenait pratiquement le stylo. À Camille revenait uniquement
le véhicule de propriété personnelle acquis en 2019 à des fins artistiques. Cette carcasse de métal qui semblait une insulte finale depuis la tombe. Pierre prononça chaque mot avec une précision sadique, savourant chaque syllabe comme un grand cru. L'hilarité explosa comme des feux d'artifice empoisonnés. Marie-Claire fut la première à rire, un son cristallin et tranchant qui résonna contre les murs du château. Elle filmait déjà, narrant en direct pour ses abonnés l'héritage artistique que le frère artiste raté avait laissé à sa pathétique épouse. Les commentaires commencèrent immédiatement à défiler sur son écran, des émojis rieurs et des phrases moqueuses qui alimentaient son sadisme. Isabelle se dirigea vers Camille, avec la grâce étudiée de celle qui a fréquenté les meilleures écoles de maintien suisse. Chaque pas était calculé pour maximiser l'effet intimidant, les talons loup-boutin claquant sur le pavé comme le compte à rebours d'une bombe. Son parfum, Chanel No. 5 en concentration excessive, précédait son arrivée comme un nuage toxique, donnant la nausée à Camille, déjà éprouvée par la grossesse. Quand la belle-mère posa la main sur l'épaule de Camille, les ongles parfaitement manucurés s'enfoncèrent légèrement dans le tissu bon marché de la robe de grossesse. C'était un geste qui semblait consolateur, mais qui en réalité marquait le territoire, rappelant à Camille sa place dans la chaîne alimentaire sociale. Le murmure d'Isabelle fut audible pour tous, délibérément, car l'humiliation publique était une partie essentielle du rituel. La femme suggéra avec une fausse compassion que le ferrailleur de Vaux-en-Velin, où travaillait le père de Camille... « Tu aimes cette histoire, ma quoi? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. » donnerait peut-être 300 € pour cette épave, s'il était généreux et si Camille implorait suffisamment. Chaque mot était choisi pour blesser, pour rappeler à Camille ses origines prolétaires, pour souligner l'abîme social qui la séparait des Montmorency. Camille s'approcha du camion avec des pas mesurés, chaque mouvement calculé, pour ne pas montrer l'anxiété qui lui tenaillait l'estomac. La portière grinça en protestant quand elle l'ouvrit, un son qui ressemblait au râle d'un animal mourant. L'intérieur était étonnamment bien conservé, sous la couche de poussière qui recouvrait chaque surface comme un linceul gris. Sur le siège du conducteur, elle reconnut immédiatement la couverture à carreaux rouges et bleus que sa mère avait tricotée pour Antoine comme cadeau de mariage, le seul objet de leurs parents que les Montmorency avaient toléré dans leur maison. Elle était pliée avec soin, comme si Antoine l'avait arrangée personnellement, sachant qu'elle la trouverait. Ce fut en se penchant péniblement pour examiner l'habitacle, le ventre rendant difficile chaque mouvement, qu'elle vit l'enveloppe. Elle était cachée sous le siège passager, dans une fente qui semblait créée exprès. La cire rouge qui la scellait portait l'empreinte du phénix, le symbole qu'Antoine avait choisi pour signer ses œuvres, un emblème de renaissance qui prenait maintenant un sens prophétique. La lettre révélait une vérité qui renversait complètement la situation. Antoine expliquait que ce qui semblait être de la rouille était en réalité une œuvre d'art révolutionnaire valant 4 millions €. Daniel Buren, l'artiste conceptuel le plus célèbre de France, avait développé une technique secrète pour fusionner des particules d'or, 24 carats avec des oxydes de fer, créant une patine qui ressemblait à de la corrosion, mais était en fait une forme d'art jamais vue. L'œuvre, baptisée Le Dernier Voyage, avait été authentifiée en secret par Christie's. Mais il y avait plus. Sous le plancher de l'espace de chargement étaient cachés les négatifs originaux de photographies que le grand-père d'Antoine avait prises dans les années 50 quand il gérait une galerie à Montmartre. Des images jamais vues de Matisse dans son atelier, Léger peignant ses visions mécaniques, Braque composant ses collages cubistes. La famille Montmorency ignorait l'existence de ces trésors car le grand-père les avait cachés pour empêcher qu'ils soient vendus aux plus offrants. La partie la plus choquante venait à la fin. Antoine avait passé les 3 dernières années de sa vie à rassembler des preuves des crimes financiers de sa famille, blanchiment d'argent à travers des œuvres d'art falsifiées, évasion fiscale systématique, corruption de fonctionnaires pour obtenir des marchés publics.
Tout était documenté dans des fichiers numériques et papiers cachés dans un compartiment secret derrière le tableau de bord. Camille conduisit le camion hors du château de Fourvière avec Lucas, assis à côté d'elle, et les 3 misérables cartons contenant sa vie précédente entassés à l'arrière. Le moteur, contre toute attente, ronronnait parfaitement, signe qu'Antoine avait secrètement fait réviser le véhicule en cachant la mécanique parfaite sous l'apparence d'épave. Elle s'arrêta dans une aire cachée entre les vignes sur la route de Vaux-en-Velin et appela le numéro qu'Antoine avait écrit dans la lettre. Maître François Durand, avocat spécialisé en droit de l'art et crimes financiers, répondit à la première sonnerie comme s'il attendait cet appel depuis des mois. Il lui donna l'adresse d'une résidence sécurisée dans le Vieux-Lyon où un appartement avait été préparé. La résidence occupait un immeuble Renaissance, restauré avec goût, caché dans une traboule près de la cathédrale Saint-Jean. L'appartement que Durand avait préparé était meublé avec l'essentiel, mais de qualité, et surtout disposait d'un garage privé, où Camille put enfin examiner le camion avec le calme nécessaire. En suivant les instructions détaillées d'Antoine, elle trouva chaque secret caché dans le véhicule. Le panneau derrière le tableau de bord s'ouvrit, révélant un coffre contenant des disques durs, documents, enregistrements audio qui accablaient les Montmorency. Le plancher de l'espace de chargement se souleva, montrant le trésor photographique. Des centaines de négatifs en parfait état de conservation. L'examen plus attentif de la rouille, sous une lumière rasante, révéla le génie de Buren. Ce n'était pas seulement une patine superficielle, mais un bas-relief tridimensionnel qui racontait une histoire. Des dates, coordonnées GPS, noms de code étaient cachés dans les motifs de la corrosion dorée. Le camion avait été transformé en livre sculpté dans le métal. 2 semaines de préparation méticuleuse précédèrent la vengeance de Camille. Durand avait orchestré chaque détail avec la précision d'un chef d'orchestre préparant la symphonie de sa vie. Le vernissage annuel des Montmorency serait la scène parfaite pour la révélation. Le soir fatidique, le château de Fourvière brillait de luxe ostentatoire. 300 invités de la haute société lyonnaise et internationale emplissaient les salons, ignorant le drame qui allait se dérouler. Le camion fit son entrée triomphale, remorqué par un transport spécial pour œuvres d'art, avec l'escorte armée de Christie's et les lumières qui illuminaient la carrosserie rouillée, la transformant en soleil doré. Le silence tomba quand Camille descendit de la Bentley que Durand avait louée, élégante dans une robe de grossesse Dior noire qui soulignait sa beauté méditerranéenne. Mais ce fut l'apparition de Daniel Buren en personne qui causa le véritable séisme. L'artiste le plus coté de France prit le micro et annonça son œuvre perdue, expliquant la technique révolutionnaire, la valeur artistique et symbolique du camion. Le coup de grâce arriva quand Camille remit publiquement les preuves des crimes au procureur présent parmi les invités. L'annonce des accusations transforma le vernissage en cauchemar, avec la police judiciaire qui encerclait le château et procédait aux arrestations devant caméras et smartphones. L'effondrement de l'empire Montmorency fut rapide et total, comme une avalanche balayant tout sur son passage. Charles tenta une fuite pathétique vers l'hélicoptère privé sur le toit, mais fut arrêté avant d'atteindre les escaliers. Philippe fut menotté devant tous, tandis que Marie-Claire s'évanouissait en direct Instagram. Les révélations suivantes furent encore plus dévastatrices. L'autopsie du corps d'Antoine, exhumé à la demande de Camille, révéla des traces d'un poison rare, causant un arrêt cardiaque simulant l'endormissement. Le même poison avait été trouvé dans le corps d'un autre industriel qui avait menacé de dénoncer les Montmorency. Les jours suivants virent la saisie de tous les biens de la famille. Comptes gelés, propriétés sous séquestre, œuvres d'art confisquées car achetées avec de l'argent sale. L'empire construit en 5 générations s'effondra en 5 semaines. 6 mois plus tard, la vie de Camille était méconnaissable. La vente du camion de Buren avait établi un record pour une œuvre d'art contemporain français. 10 millions d'euros payés par un collectionneur japonais. Les négatifs photographiques avaient été acquis en bloc par le Centre Pompidou pour 6 millions supplémentaires.
Camille avait accouché de Sophie dans une clinique privée sur les hauteurs de Lyon. La nouvelle maison à Écully était lumineuse et accueillante, sans l'ostentation du château, mais avec une vue époustouflante et un jardin où les enfants pouvaient courir libres. Le destin des Montmorency fut impitoyable. Charles mourut d'une crise cardiaque pendant la lecture du verdict préliminaire. Philippe fut condamné à 20 ans pour une liste de crimes occupant 4 pages. Pierre perdit son autorisation d'exercer et finit consultant dans une agence immobilière de banlieue. Marie-Claire, après avoir perdu tous ses abonnés, s'exila à Marseille, où personne ne la connaissait. Seule Isabelle survécut au naufrage, techniquement innocente mais socialement morte. Son studio à Vaux-en-Velin, dans ce même quartier ouvrier d'où venait Camille, était l'ultime ironie du destin. Quand elle se présenta à la porte de Camille, 6 mois plus tard, elle avait vieilli de 20 ans, les cheveux gris non teints, le visage marqué par la vraie douleur. La rencontre dans le jardin d'Écully fut chargée d'émotions contenues. Isabelle pleurait en silence, demandant pardon, non pour elle, mais pour Antoine, admettant qu'il avait été le seul Montmorency digne de ce nom. Camille, regardant ses enfants jouer dans le soleil de l'après-midi, ne vit qu'une vieille dame brisée qui avait tout perdu par arrogance. Le pardon n'effaçait pas le passé ni ne ramenait Antoine, mais il n'aurait pas voulu qu'elle vive dans la haine. Isabelle pourrait voir les petits-enfants 1 fois par mois, sous supervision, car ils étaient innocents des crimes de la famille. Dans le garage de la nouvelle maison, Camille avait fait installer une vitrine de cristal blindé contenant un morceau de la carrosserie du camion, la section où la patine dorée formait ce qui ressemblait à un soleil levant. La plaque en dessous disait simplement « L'amour est toujours or, même quand il semble rouille ». Antoine Montmorency, artiste et visionnaire. L'histoire du camion devint légende dans le monde de l'art, étudiée dans les universités, analysée dans les musées. Le château de Fourvière devint un musée public dédié à l'art contemporain français. Dans le hall principal, une photographie géante du camion dominait l'espace, avec une légende racontant toute l'histoire sans censure. Camille amenait les enfants au musée parfois, marchant dans ces salles où elle avait subi l'humiliation, maintenant transformées en espace ouvert à tous. Devant la photo du camion, Lucas racontait à Sophie l'histoire du papa artiste qui avait caché un trésor dans l'endroit le plus improbable, protégeant sa famille même après la mort. Et Sophie, avec cette sagesse involontaire des enfants qui voient le monde avec des yeux purs, répétait toujours la même vérité. L'amour de papa était comme ce camion. Il semblait vieux et cassé dehors, mais dedans, c'était tout en or. La dernière image qui reste est Camille, au coucher du soleil dans son jardin d'Écully, regardant Lyon s'illuminer en contrebas. Lucas et Sophie jouent sur l'herbe. Isabelle les observe de loin avec un mélange de douleur et de gratitude. Et dans le reflet doré du soleil couchant derrière les collines du Beaujolais, Camille jure voir Antoine sourire, l'artiste qui avait transformé la rouille en or et la mort en renaissance. Mettez un like si vous croyez que la vérité émerge toujours, même enterrée sous des couches de mensonges dorés. Commentez avec le moment qui vous a le plus touché. Partagez avec qui doit savoir que la vraie valeur se cache où on s'y attend le moins. Abonnez-vous pour d'autres histoires où la justice arrive de façon inattendue.